Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Catherine Boisclair, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Catherine, tu es urbaniste, coordonnatrice de l'association Vivre en Ville. Tu nous parles depuis la ville de Québec, donc au Québec, au Canada, où intervient cette association. Alors Vivre en Ville, le terme d'association est plutôt une traduction française de l'organisation. C'est en tout cas une organisation sans but lucratif qui travaille sur les enjeux d'urbanisme et plus globalement de développement durable des territoires, mais tu vas nous expliquer ça de façon beaucoup plus précise. J'avais vraiment envie de te donner la parole ici pour que nos éditeurs non québécois, certains le sont, comprennent aussi quels sont vos modes d'organisation et d'action qui peuvent être, à mon sens, particulièrement inspirants pour nous qui vivons sous d'autres latitudes, ou en tout cas dans d'autres régions. Alors, peut-être pour commencer, pour bien poser les bases, est-ce que déjà tu pourrais nous raconter l'histoire de Vivre en Ville et puis vos modes d'action, enfin, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Eh bien, ça fait 25 ans que Vivre en Ville existe. On a été créé dans la ville de Québec. On a maintenant des bureaux aussi à Montréal, à Gatineau. Donc, on travaille à l'échelle du Québec, à l'avènement de collectivités viables. Donc, c'est vraiment toute la réflexion autour du développement durable au sortir de Rio. Des étudiants ont voulu faire une différence, des finissants en aménagement. Donc, c'est Alexandre Turgeon, qui est encore notre président aujourd'hui, qui a fondé l'association, qui a évolué beaucoup à travers le temps, qui a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, on est 40 personnes réparties là, principalement entre Québec et Montréal, une personne à Gatineau. Et donc, on cherche vraiment à concilier cette idée de, oui, milieu de vie de qualité, un développement économique viable, mais aussi le respect de la capacité des écosystèmes, tout ça dans l'intérêt collectif. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui font la ville, mais comment on s'assure que on tend vers l'intérêt collectif? On est donc principalement, on est impliqué dans le débat public beaucoup. On a été assez présent au début, c'était nos principales activités, avec de la sensibilisation aussi, des campagnes de promotion du transport collectif et actif, de modes de développement durable, donc des comportements pour des saines habitudes de vie aussi. De plus en plus, on a eu des contact avec la santé publique sur la notion de mode de vie physiquement actif, avec toute l'automobile qui génère un mode de vie sédentaire. Et bien sûr, la question de la lutte contre les changements climatiques, de l'étalement urbain sont au cœur de notre mission. Et donc, dans les dernières années, on a pris beaucoup d'ampleur en lien avec les programmes gouvernementaux, notamment sur la lutte contre les changements climatiques. C'est une de nos principales sources de financement. Puis, je peux parler peut-être de nos activités? Oui, nous dire concrètement avec qui vous travaillez, mais oui. Aussi, c'est aussi important, quelles sont vos sources de financement, parce que 40 personnes, c'est une organisation importante, pour le coup, significative pour un territoire. En effet, c'est principalement le gouvernement du Québec, puis on est financé par projet. Donc, on doit soumettre des projets qui répondent aux objectifs des programmes gouvernementaux, comme je le disais, en changement climatique. Par exemple, avec un programme qui s'appelle Action Climat Québec, qui vise la mobilisation des communautés sur la lutte contre les changements climatiques. Et nous, on amène la notion d'aménagement du territoire comme levier, comme outil de lutte au changement climatique, parce qu'au Québec, la principale source de gaz à effet de serre, c'est les transports. Il faut le dire. Alors oui, parce qu'on a une production d'électricité notamment qui est particulièrement décarbonée avec une forme d'anomalie québécoise, mais ça va pas être notre sujet aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous êtes une association à but non lucratif, vous travaillez à destination du grand public, mais aussi de ce qu'on appelle les collectivités locales, des municipalités ou autres, et vous bénéficiez de subventions tout en étant un organisme indépendant. Oui, absolument. Vous dépendez directement d'une structure d'État ou d'une structure fédérale ou Non, on a un conseil d'administration
qui prend les décisions. On a quand même des comptes à rendre quand on a un financement, mais ça n'engage quand notre bailleur de fonds n'est pas engagé par nos positions. Puis ça, c'est clarifié dans nos protocoles d'entente. Donc ça, c'est important et ça distingue aussi de pas mal d'organisations en France. Vous n'êtes pas un bureau d'études privé, non, vous êtes vraiment un but non lucratif. Des subventions, mais sur projet, une totale indépendance par rapport au pouvoir public, même si évidemment, il faut rentrer dans les clous des financements de projets. Alors oui, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans vos modes d'action, pour le coup, de façon concrète auprès des acteurs? Oui, en fait, on travaille avec les municipalités québécoises. On va réaliser des études pour elles. On va organiser des tables de travail. Donc, concrètement, on travaille avec les municipalités. On fait certes du service conseil, mais on aime bien travailler plus en mode accompagnement. C'est-à-dire qu'on vient intégrer l'équipe de la collectivité, puis ils font du travail avec nous. Donc, c'est vraiment un travail conjoint où on vient renforcer leurs capacités dans l'idée que du moment où on va quitter après notre mandat, la municipalité est en mesure de poursuivre, puis notre rapport n'est pas nécessairement tabletté. Donc, c'est vraiment l'idée de transformer les pratiques. Donc, l'accompagnement, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. On a vraiment un gros volet de recherche, rédaction et formation. Donc, on est appelé à donner des formations aux municipalités, aux professionnels, mais aussi aux professionnels de la santé, de l'aménagement. Donc, des acteurs très diversifiés. On travaille aussi en agriculture urbaine. Il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués là-dedans, des organismes communautaires qui s'intéressent à l'autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire. Je ne sais pas si vous utilisez ce terme, les déserts alimentaires au Québec. Un petit peu, mais c'est moins présent. Je crois que c'est moins présent que chez vous. Puis, on travaille aussi avec les ministères en politique publique. Donc, on a tout un volet de plaidoyer qu'on appelle, donc affaires gouvernementales, affaires publiques, où on va être en discussion avec les autorités qui planifient les politiques publiques. D'ailleurs, actuellement, au Québec, il y a une grande conversation nationale étant le Québec, sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Et on contribue énormément en vue d'adopter au Québec une première stratégie nationale d'aménagement des territoires et de l'urbanisme. Donc, on est très actif sur ce volet-là aussi, où on cherche à influencer les politiques publiques vers le développement urbain durable. Alors une première stratégie, ça veut dire quelque chose aussi de l'organisation, ou plus exactement du mode de faire de la fabrique de la ville au Québec. Tu le disais tout à l'heure, une place importante des acteurs privés. Est-ce que tu pourrais, alors quelques mots, en quelques minutes, mais nous expliquer un peu comment globalement on fait la ville au Québec, qui fait quoi, quel est le rôle de chacun, et finalement quels sont les écarts avec un modèle européen. Je mets beaucoup de guillemets à tout ça parce qu'il n'y en a sans doute pas un, il y en a sans doute plein de différents, mais en tout cas on est, quoi qu'il en soit, dans un contexte institutionnel très différent entre la France et le Québec. Oui, très différent, mais vous verrez qu'il y a des similarités. J'aimerais vous parler de 3 points. Le cadre d'aménagement du territoire, la loi sur la protection du territoire agricole qui vient largement influencer ce cadre-là, puis la fiscalité municipale aussi. Donc, le cadre d'aménagement, il y a cette espèce d'idée de poupée russe où les planifications aux différentes échelles vont s'influencer. Vous avez ça aussi en France. Donc, il y a le gouvernement du Québec qui adopte des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Et il y a 2 communautés métropolitaines au Québec qui doivent adopter des plans métropolitains d'aménagement. Et les municipalités régionales de comté, elles adoptent des schémas d'aménagement. Donc, ça fait penser à vos SCOT. Oui. Et tous ces documents de planification-là doivent être conformes au niveau supérieur. Et finalement, les municipalités locales, elles adoptent des plans d'urbanisme et des règlements d'urbanisme aussi. Donc, tout ça est conforme. Donc, il y a des avis de conformité qui sont donnés par le palier supérieur dans une idée de cohérence territoriale. Mais c'est sûr que ce sont les règlements d'urbanisme à terme qui, on dit, sont opposables aux citoyens. Donc, c'est ça qui va vraiment encadrer les actions des acteurs sur le territoire. Donc,
une grande différence avec l'Europe, la France, c'est que ce sont principalement les acteurs privés qui font la ville. Il y a très peu de maîtrise d'ouvrage par les pouvoirs publics. Ce Donc qui est des aménageurs, des opérateurs publics qui font directement les opérations, ou des bailleurs sociaux aussi, donc qui construisent des logements. C'est plutôt le fait d'acteurs privés. C'est ça, principalement, exactement. Donc, ça met énormément de pression sur l'encadrement réglementaire parce que c'est là qu'on peut influencer la ville, mais vous imaginez bien que les acteurs privés disent que c'est trop restrictif, qu'il y a trop de processus, trop de règles. Mais bon, notre travail, les urbanistes puis à Vivre en ville, c'est d'expliquer pourquoi il y a tout cet encadrement-là. Puis accompagner aussi les acteurs privés. On travaille à l'occasion avec des promoteurs privés. Et on n'a pas le choix. Ça fait partie des acteurs qui influencent grandement les villes. Et par rapport à la notion spécifique d'étalement urbain, comment ça marche? C'est qu'on a des périmètres d'urbanisation. Et ces périmètres-là ne peuvent être agrandis à moins d'obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec. Donc, ces périmètres-là sont décidés depuis un bon moment, en fait, au moment de l'adoption de la loi sur la protection du territoire agricole. Ça a été le moment aussi où on a déterminé où s'arrêtaient les aires urbaines. À l'époque, on avait laissé des zones aménageables dans le temps, mais plusieurs périmètres d'urbanisation se sont remplis, on le sait, par un tissu urbain très lâche, très distendu. Et aujourd'hui, il y a énormément de municipalités qui demandent à la Commission de la protection du territoire agricole d'obtenir davantage de territoires à urbaniser, notamment pour des usages industriels, mais aussi le développement résidentiel, mais souvent des zones monofonctionnelles, donc que ce soit le résidentiel, le commercial, l'industriel. Donc, on est dans cette dynamique-là. Le gouvernement du Québec doit autoriser, mais il y a une faiblesse quand même dans la prise en compte des territoires à repenser dans cette dynamique-là. Alors, on va peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus, c'est-à-dire dire, on a bien compris l'organisation institutionnelle en termes de schéma directeur et autres, finalement, de réglementation. On est sur ce fonctionnement qu'on connaît. Je pense que si on rentrait dans le détail, il y aurait beaucoup de subtilités, beaucoup de différences. Mais pour autant, après, dans ceux qui font, il y a une organisation très différente, avec des pouvoirs publics qui sont beaucoup plus en retrait de la fabrique concrète de la ville et plutôt qui sont plutôt sur la réglementation. Tu commençais à parler d'étalement urbain. Alors, c'est notre dada chez Dixit, mais pour le coup, en France, le regard qu'on peut poser sur l'étalement urbain en France ou au Québec, c'est autre chose. Parler d'un territoire fini, d'un manque de place au Québec, c'est quand même plus compliqué. On est sur une forme de territoire infini, vaste, et difficile de se dire qu'il y a des contraintes. Pour autant, les contraintes et les effets induits sont, si ce n'est les mêmes, en tout cas très proches, notamment sur cette ville diluée qui peut être créée, cette ville monofonctionnelle et l'intensification des mobilités carbonées qui sont associées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être justement de ce débat en cours, aussi de ce débat qui a lieu à l'échelle nationale, qui porte aussi sur ces questions-là, et puis quelque part vos actions, vos positions, puisque vous êtes un acteur associatif libre et autonome, vous avez votre parole propre sur ces questions-là. Oui, on prend position dans le débat public pour stopper l'étalement urbain. On vous a piqué l'expression artificialisation des sols. Donc, on a du mal à l'assumer en France. C'est très compliqué. Oui, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'un sol artificialisé? S'il te plaît, ne rentrons pas là-dedans. Ne rentrons pas là-dedans. On n'a pas encore le débat exactement au Québec, mais l'idée, c'est de rentrer dans l'imaginaire collectif qu'il y a encore des sols à l'état naturel où notre territoire agricole aussi, notre sol productif, on veut le protéger. Donc, on insiste beaucoup là-dessus pour dire stoppons l'étalement urbain parce que ces territoires-là ne sont pas des territoires en attente d'urbanisation, mais bien des sols ou des milieux dont on a besoin, notamment pour réguler les changements climatiques, pour accéder à cette nature-là, une nature pleine.
Puis la volonté d'avoir accès à la nature, elle est légitime, mais comment on fait pour la ramener en ville plutôt que de toujours s'étaler plus loin pour tenter de la rejoindre? Mais finalement, on donne aux rues le nom des anciens arbres qui étaient là. Donc, c'est cette espèce de dynamique d'étalement qu'on vit. Puis, c'est sûr que c'est très différent au Québec, notamment parce que nos villes se sont principalement développées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec l'avènement de l'automobile. Donc, on a très peu en superficie de milieux très denses, mais on en a. Ils sont la base de nos milieux de vie, les noyaux villageois, qui sont éventuellement devenus le cœur de certaines banlieues. Donc, la banlieue, pour nous, ça veut dire la périphérie, là. On l'utilise pas nécessairement comme on l'utilise en France. Et donc, on a ces anciens noyaux villageois-là, on a les anciens quartiers centraux et tranquillement, le tissu s'est relâché. Et il y a une accélération de ce relâchement-là avec la délocalisation des commerces, la création des aires commerciales. On a aussi créé beaucoup en Amérique du Nord des parcs de bureaux. Donc, pour faciliter le stationnement, donc puis qui sont branchés directement sur les autoroutes dans une logique complètement de dépendance à l'automobile. Puis, on ne voyait pas le problème à l'époque. Donc, finalement, on a disloqué la ville où il y a des parcs industriels qui accueillent de plus en plus d'usages de bureaux. Qui n'ont pas à être isolés, qui ne génèrent pas de nuisances, autre que énormément d'autos, mais on a un peu créé la nuisance de la circulation en les installant dans des lieux qui sont fortement dépendants d'automobiles. Puis aussi, bon, on le finance, cet étalement-là, donc Vivre en ville remet en question les politiques publiques qui contribuent à accroître l'étalement urbain, notamment le financement du réseau routier. Le gouvernement du Québec dépense énormément pour étaler, accroître les voies autoroutières dans une logique où il y a des besoins, il faut y répondre. Mais c'est une logique sans fin. Puis récemment, il y a eu une annonce d'un 3e lien entre Québec et Lévis sous le fleuve. Donc, on ferait un pont. C'est un projet à 10 milliards de dollars. Rien de moins pour une population qui ne dépasse pas 800 000 habitants dans la région, là. C'est énorme, c'est impensable. Bon, vous aurez compris que c'est un projet fortement électoraliste, mais on est dans ces enjeux-là au Québec où on continue de penser le territoire en fonction d'une accessibilité automobile. Contexte différent et en même temps réflexe identique. J'ai l'impression qu'on avance tous dans nos territoires, chacun à son rythme et avec finalement des débats assez proches, de se dire bah oui que finalement on a poussé les infrastructures en se disant qu'on répondait à une demande qui était déjà là, mais on a créé la demande au contraire. Et la ville a suivi les infrastructures, a suivi la voiture jusqu'au moment où on arrive au fond d'une impasse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on développe des alternatives. Évidemment, travailler dans le périmètre de la ville existant, on le dit suffisamment ici, mais vous le dites avec vos mots, avec vos modes d'action propres depuis bien plus longtemps qu'on le fait nous-mêmes. Est-ce que justement on pourrait aborder un peu des pistes de travail que vous avez pu lancer ou que d'autres acteurs ont pu lancer sur place, des modes d'action alternatifs ou en tout cas des alternatives à cette façon de faire traditionnelle de la ville qui est pas si vieille que ça, mais qui finalement est rentrée dans nos mœurs, sur lequel on passe notre temps à l'étaler et à privilégier la construction en neuf sur le réemploi de l'existant. Dans notre travail, on fait beaucoup d'études des potentiels de consolidation. Donc, on va documenter où sont les possibilités pour les constructions intercalaires, les constructions sur les friches. Donc, on va d'abord identifier où sont ces lieux-là, en lien avec la structure de la ville aussi, puis où sont les lieux les plus propices à accueillir des nouveaux logements, des nouvelles activités pour renforcer les dynamiques existantes, les cœurs de ville, la vitalité commerciale de nos rues principales. Donc, tout un travail de diagnostic très fin des territoires, que ce soit les villages ruraux ou dans des villes de banlieue pavillonnaires ou même dans les centres urbains. Et on accompagne les municipalités beaucoup avec des modalités de design urbain en amont de la modification de la réglementation pour permettre la densification. Donc, on va réfléchir à ce qu'on appelle un projet urbanistique qu'on va vouloir réaliser en 3 dimensions.
Donc, c'est pas moi, mais j'ai des collègues qui sont spécialisés dans le design de projets urbanistiques. C'est un très bon outil de dialogue avec les décideurs pour leur montrer, pour révéler les potentiels de leur territoire. Donc, il suffit pas de dire, regardez toutes les friches que vous avez ou toutes les constructions intercalaires possibles, mais aussi de l'illustrer pour leur montrer que ça va créer un milieu de vie complet et non pas venir créer cette espèce de cauchemar de ville bétonnée. Et on réfléchit en même temps à l'espace public. L'idée d'un projet urbanistique, c'est aussi que souvent les municipalités au Québec vont réfléchir leur réglementation. Par exemple, en ce moment, les plans métropolitains obligent d'atteindre certains seuils de densité. Mais ça élude tout le discours sur la qualité de ces milieux de vie-là. Et on va réfléchir le domaine privé en disant, il faut atteindre une cible de 60 logements à l'hectare par bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire sur le lot? Le lot fait 0,2 hectares. Donc, c'est un peu c'est complètement désincarné finalement de ce qu'on veut, comme on veut créer des milieux de vie de qualité. Donc, le projet urbanistique avec l'approche de 3D, puis de réflexion sur l'espace public, la mise en réseau des espaces publics et des espaces verts, vient permettre de concilier justement cette volonté de densification avec la volonté d'avoir des espaces publics de qualité. Puis à terme, on remet une étude qui dit à la municipalité comment ensuite réaliser sa réglementation pour atteindre ce projet urbanistique-là. Donc, ce ne sont pas nous. Après, ça peut être des firmes d'urbanisme, des firmes privées qui vont réaliser la réglementation ou quand les grandes municipalités ont l'expertise à l'interne pour réaliser cette réglementation-là. Donc des projets, vraiment des démarches de projet pour le coup, hein, alors de consolidation, je reprends tes termes, les vôtres, de transformation urbaine, voilà, renouvellement urbain, densification, mais là on a la construction intercalaire, le travail sur les friches, le recyclage urbain, bref, on est sur des modes qu'on connaît, y compris sur la ville étalée, sur ce qu'on appelle nous le périurbain, qui sort des centres, etc. C'est pas qu'une question des hypercentralités, c'est aussi une question des périphéries, mais des périphéries déjà là. Passer par le projet, par le design, donner envie avec le rôle des images, et ensuite passer par la réglementation, puisque finalement Excel ne permet pas de faire un bon projet. Ça me rassure. Est-ce que concrètement, il y a pour toi quelques projets? Alors, donc, on comprend aussi que vous êtes plutôt sur l'amont, sur l'initiation, avant la transformation de la règle, changer le regard sur la ville déjà là, et que d'autres sont plutôt sur l'opérationnel. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des démarches que tu suis particulièrement, qui te semblent intéressantes, ou en tout cas qui te semblent être, alors ce que nous on appelle des pionniers, c'est-à-dire des gens qui essayent, pas forcément des projets exemplaires parfaits, mais en tout cas des tentatives heureuses ou ambitieuses en tout cas de faire autrement? Oui, au Québec, j'ai dit que les acteurs publics étaient peu impliqués, mais ils le sont en partie, et ce sont surtout à ces exemples-là c'est de ces exemples-là dont j'ai envie de vous parler. Donc, la Ville de Québec a récupéré des sols urbains très près des pôles d'emploi de la colline parlementaire. Puis, on a aussi tout un secteur de jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo est très forte à Québec. Et donc, ce sont deux territoires qu'elle a nommés écoquartiers, qui n'en ont pas l'air, qui ont l'air de chantier en ce moment. Mais la vision, c'est de repenser ces secteurs-là qui étaient principalement une friche industrielle, puis une autre qui est un secteur commercial de faible densité, mais très, très près, à moins de 5 km là, des emplois. Et ils ont réfléchi avec Vivre en Ville, dans ce cas-là, aux critères pour ensuite revendre les terrains à des promoteurs qui construiraient les logements en fonction de critères de qualité. Et ils ont créé des comités interservices à l'intérieur de la ville. Donc, on le sait, il y a beaucoup de travail en silo dans les municipalités, le service d'ingénierie. Il n'y a pas que chez vous, il n'y a pas de problème. Oui, mais donc, dans une tentative de briser ces silos-là et de créer des milieux de vie de qualité qui tiennent en compte les contraintes de tout le monde, comment on va récolter les matières résiduelles, est-ce que les pompiers vont pouvoir passer rapidement? Donc, toutes ces questions-là très terre à terre. Puis, en même temps, est-ce que les gens vont pouvoir marcher? Est-ce que le logement va être abordable? Et la Ville de Québec a réfléchi
la base, les infrastructures, la trame urbaine en fonction de l'ensemble des considérations des différents services. Et donc, est en train de revendre les parcelles. Il y a du logement abordable, il y a du logement public qui est construit, mais il y a aussi du logement privé de toutes sortes de formes. Puis il y a des tentatives. Hein. Il y a une tour de 8 étages qui a été faite, tour de 8 étages, hein, ça dépend où on se trouve, qui a été fait entièrement en bois. Donc, les condos origines. Donc, il y a des tentatives aussi à l'échelle du bâtiment dans ce secteur-là. Donc, c'est très intéressant. C'est l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, si les gens veulent chercher, et l'écoquartier d'Estimauville. On manquera pas de mettre des liens dans le descriptif de l'émission. Et sinon, je pense à une plus petite municipalité aussi qu'on a accompagnée, Plessisville, je crois 8000 habitants dans le centre du Québec, la capitale de l'érable. Donc, vous connaissez bien le sirop d'érable. C'est important. Cette municipalité-là a une industrie en activité dans son cœur de village. Et c'est assez particulier, cette municipalité-là est entourée d'une autre municipalité. Donc, c'est le trou de beigne, si vous voulez, d'une autre municipalité. C'était le système de paroisse à l'époque. Bon. Et donc, la ville de Plessisville est entièrement construite et réfléchit à reconstruire la ville sur elle-même. Et ce territoire industriel-là, ben, ils veulent le planifier en amont de la vente du terrain parce qu'ils sont en discussion avec le promoteur, l'industriel, à savoir si un déménagement serait possible, parce que c'est sûr que ça crée du bruit, de la poussière, mais ils ont des besoins en logement aussi. Donc, comment concilier ces démarches-là? Et Vivre en ville, on a fait tout un travail en amont avec eux en disant, vous avez ces intentions-là, mais vous le savez que ce sont des projets qui pourraient faire réagir la population. Donc, comment on les associe en amont, avant même que vous achetiez le terrain? Comment on associe la population à la réflexion? Puis, on les amène à réfléchir ce projet-là avec vous et à le vouloir avec vous plutôt que d'amener un type bâti où ils vont dire, ben non, ça ne nous représente pas. Puis à laisser la désinformation aussi prendre le pas dans un petit village, dans une petite ville, je veux dire, de 8000 habitants. Et donc, on a organisé des activités de réflexion avec la population. Puis la ville de Plessisville est en réflexion, puis continue ces activités-là. Parce que je ne sais pas si vous savez, au Québec, mais on a un seul type de référendum. C'est le référendum, on en a plusieurs, mais à l'échelle municipale, il peut y avoir des référendums d'initiative populaire pour s'opposer à des changements en urbanisme. D'accord. Et donc, on veut prévenir ce genre de dynamique-là d'opposition, puis tendre vers la collaboration. On a mis au jeu un projet qui s'appelle Oui dans ma cour, qui commence à s'allier pour des milieux de vie sobres en carbone, résilients, mais aussi des milieux de vie de qualité. Donc, Plessisville est un exemple fort intéressant. Puis on est en amont de l'achat du terrain. Là. D'accord, donc là on est sur pour le coup des démarches opérationnelles sur lesquelles les collectivités, les municipalités passent à l'action, hein, sont d'une façon ou d'une autre déjà en anticipation, mais derrière viennent s'immiscer dans un processus qui normalement est plutôt le fait d'acteurs privés, régulés peu ou prou par les textes en présence, sans action dynamique. Alors tu posais la question de l'acceptabilité, c'est un bien grand mot pour dire aussi que travailler la ville sur la ville, c'est souvent plus compliqué dans le dialogue, mais en fait c'est un exercice différent parce que la ville est habitée, parce qu'elle est déjà bâtie et que c'est forcément plus compliqué, en tout cas d'expliquer, ou en tout cas il faut plus expliquer sans doute que quand on fait la ville en périphérie. Ça change aussi les habitudes, donc sans doute il faut avancer sur ces questions-là. Donc un nouveau rôle pour vous, hein, je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les sujets émergents qui concernent la ville et les territoires, dans vos rôles futurs, aujourd'hui, vous avez des interrogations, des sujets sur lesquels vous souhaitez peut-être prendre parole ou en tout cas passer à l'action dans les années qui viennent? Quels sont les sujets qui te semblent importants à traiter dans les années qui viennent au Québec? Oui, j'ai mentionné la stratégie nationale tout à l'heure. C'est sûr que nous, on va suivre ça avec grand intérêt. C'est censé être adopté à l'automne. Puis on parle de la création d'un observatoire de l'aménagement au Québec. On a besoin de documenter cette réalité-là, même si on le sait. Donc, on a besoin de chiffres pour
savoir est-ce qu'on prend les bonnes décisions, mais aussi d'une analyse plus qualitative. Mais les collectivités manquent parfois de ressources pour bien documenter ce phénomène-là à une échelle régionale, voire métropolitaine. Et sinon, il y a aussi toute la question du logement abordable. Parce que plus on restreint la possibilité de s'étaler, bien plus ça met de la pression sur les sols urbains déjà construits ou les derniers qui restent. Et là, ça met une pression sur les prix. Et donc, comment on fait la ville à la fois durable et la ville abordable? Donc, et toute la notion d'inclusivité aussi qui est très forte en ce moment, je pense, dans les médias. Sujet qu'on a partout, en effet, qui est la clé de la réussite. L'étalement urbain, c'était aussi une solution d'amener des solutions de logement pour tout le monde, y compris des solutions en acquisition pour que les gens soient propriétaires. On est sans doute là-dessus sur des cultures un peu différentes. Absolument. En fait, au Québec, au Canada, on a favorisé l'accès à la propriété à travers la banlieue pavillonnaire. Donc, c'est fortement ancré que la ville n'est pas abordable et la ville est dangereuse et elle n'est pas souhaitable pour élever des enfants. Donc, travailler sur ces perceptions-là, c'est une chose, mais on a aussi besoin de plus de logements et plus de logements abordables. Parce qu'il y a aussi cette question de si on offre plus de territoires à développer, ça va diminuer la pression sur les prix. C'est dans une logique d'étalement. Il y a l'expression « drive until you qualify » en Amérique du Nord. Donc, tu conduis jusqu'à la maison que tu peux t'offrir, jusqu'au paiement hypothécaire qui marche avec ton salaire. Donc, c'est vraiment, ça pousse l'étalement urbain. Donc, la ville reconstruite sur elle-même et abordable, c'est vraiment au cœur de freiner. Et ça ne se fera pas sans l'implication des pouvoirs publics, bien sûr. On parle aussi de biodiversité de promoteurs immobiliers. De venir diversifier l'offre à tous les niveaux et de la rendre attractive, notamment pour les familles et donc leurs enfants. On a, une fois de plus, on constate beaucoup de sujets en commun et donc aussi beaucoup de choses à croiser, je pense. Il y a beaucoup de choses qui s'inventent en France, mais qui s'inventent aussi en Suisse, qui s'inventent en Wallonie en ce moment, sur ces questions à la fois de stratégie, mais des questions plus opérationnelles sur les façons de faire. Au cœur de tout ça, la question du devenir des sols, de la maîtrise des sols, de la façon dont on les respecte, mais aussi on les gère et on les aménage, est vraiment essentiel. Écoute, merci beaucoup pour ce premier échange. Je pense qu'il faudra qu'on approfondisse ces différents sujets. On manquera pas de suivre aussi les différents pionniers là que tu as pu évoquer, mais peut-être pour élargir la discussion, est-ce que tu as un conseil de lecture ou je sais pas, ou un film ou autre pour prolonger ces premières réflexions qu'on a pu avoir ensemble? Oui, en fait, je suis en train de lire un livre de 2017. C'est pas le plus récent, mais ça s'appelle « Acceptabilité sociale, sans oui, c'est non » de Pierre Batelier et Marie-Ève Maillé. Ça questionne la notion d'acceptabilité sociale et ça va déconstruire 10 mythes où on cherche à décrédibiliser les mouvements d'opposition à des grands projets. On parle surtout de grands projets miniers, de grands projets énergétiques, mais moi, je cherche un peu le parallèle avec les projets de développement urbain qui suscitent aussi des soulèvements. Donc, c'est une lecture assez intéressante. C'est sûr, très territorialisée avec les politiques du Québec, mais je pense qu'il y a des parallèles à faire avec le reste de la francophonie. Écoute, merci beaucoup. On manquera pas de lire tout ça. Il y a en tout cas, le sujet est crucial aussi chez nous, très clairement. Au moment où on doit commencer à réapprendre à transformer la ville, après avoir passé beaucoup de temps à l'étaler, il faut aussi que tout ça donne envie à chacun, notamment aux voisins. Merci beaucoup pour ce premier échange. On ne manquera pas d'aller voir tout ça et de suivre vos pérégrinations. On va mettre beaucoup de liens, notamment vous avez une production documentaire qui est extrêmement fournie, vraiment de qualité, puisque vous passez beaucoup de temps aussi à porter le message auprès des citoyens, auprès des acteurs publics. Je pense que c'est extrêmement informant pour nous. On mettra tout ça dans les différents liens des commentaires de l'émission. Merci à toi une fois de plus et puis à très bientôt, Catherine. Merci pour l'invitation, Sylvain.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.